Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter lors de ce congrès. Donc, comme l'a dit monsieur, je suis pas un spécialiste de l'intégrité scientifique, même si c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, finalement, suite à cette réunion, on avait quand même travaillé sur les revues prédatrices et comment les reconnaître, notamment un article à destination des étudiants en médecine qu'on a coécrit avec Hervé Maisonneuve et Arnaud de la Blanchardière, et donc qui devrait paraître sous peu. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, et notamment à travers le spectre des études médicales, où je pense que c'est extrêmement mal présenté, on est extrêmement peu formé à ce qui nous attend dans les projets de recherche qui nous sont proposés. Et là je rejoins tout à fait la question de Com tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ces espèces de projets de recherche artisanaux qu'on nous propose lors de l'internat, il n'y a plus de règles, très clairement, et on est très très loin de ce qu'on peut observer dans les laboratoires de recherche qui ont un certain intérêt pour l'intégrité scientifique. Et donc effectivement, dans ce parcours, tous mes projets ont été un peu modifiés par la Covid-19, puisque je me suis retrouvé assez vite confronté via l'hôpital de Bichat, où j'étais co-encadré pour ma thèse et où je vais être praticien à temps plein dans les semaines qui suivent. On a eu des cas très tôt à Bichat. Dès fin janvier, on a eu les premiers cas d'Europe avec le CHU de Bordeaux. Et donc, d'emblée, on a compris que c'est quelque chose qui allait nous occuper un certain nombre de mois et qui nous occupe toujours à plein temps. Et donc, je suis passé complètement à plein temps autour de la recherche Covid et de la prise en charge des patients, notamment en mars-avril, début mai, où c'était très compliqué à Bichat, puisqu'on a eu jusqu'à 350 patients Covid dans l'hôpital, et on faisait globalement plus que ça tous. Et je suis très content de parler de ce sujet. Donc, la confiance en la science résistera-t-elle à la Covid-19, à cette crise, et également de participer à une table ronde autour du lien avec les médias, et notamment dans la mesure où moi, je suis arrivé dans cette crise vraiment sans aucun lien, jamais eu aucun lien avec aucun média. Donc, ne sachant pas particulièrement comment prendre la parole auprès du grand public, ou même comment toucher le grand public. Et assez vite, à travers une histoire que je vais dérouler au début un peu via la thématique de l'hydroxychloroquine, je vais essayer de présenter comment je suis entré là-dedans et ce que j'en pense, extrêmement naïvement, et je ne pense pas que j'ai le regard encore tout à fait clair et acéré sur ces problématiques. Donc, en trois grands axes, je vais discuter bien sûr la première constatation, puisqu'on dit est-ce que ça va résister à la Covid-19, et donc montrer déjà que la science et la médecine ont été vraiment malmenées, notamment dans leur communication au cours de cette crise de Covid-19, que les conséquences sont effectivement terribles, et notamment les conséquences sur la confiance, à mon avis, en la science et en la médecine, et puis après, comment résister, comment lutter, comment essayer de regagner cette confiance, ou en tout cas de ne pas la perdre plus. Donc déjà, là, c'est un mot qui est presque un néologisme, mais je me suis retrouvé très rapidement entouré par des gens qui s'étaient intéressés à ce problème de la malscience, ou no fake science, no fake medicine, qui sont des groupes assez actifs et qui s'intéressent justement à tous ces problèmes autour de notamment l'intégrité scientifique, mais aussi la communication du grand public. Et donc là, on a eu l'impression assez vite que la malscience a dominé la médecine et a été au premier plan de la communication, très vite. Et je vais dérouler cette histoire un peu via l'hydroxychloroquine et le problème de cette combinaison thérapeutique dont on a énormément discuté, probablement trop. C'est pour ça que je ne vais pas en parler trop longtemps, mais j'ai quand même envie de l'aborder. Comment ça a débuté? Et là, moi, ça a été vraiment le coup de tonnerre, l'électrochoc qui m'a dit mais c'est impossible qu'on puisse entendre ça, rien ne va. Et donc c'était en France, et c'est quand même triste, et on verra que de la France sont parties énormément de controverses qui sont devenues mondiales et qui ont pris une ampleur totalement inattendue. Donc le 25 février 2020, où on a un célèbre microbiologiste qui, dans une vidéo dont le titre a été modifié depuis, s'appelait Coronavirus fin de partie, nous dit l'hydroxychloroquine entraîne une amélioration spectaculaire, et la Covid-19 est finalement l'infection pulmonaire la plus facile à traiter. Donc on pourrait discuter vraiment sur l'aspect scientifique pendant des heures là-dessus, puisque d'emblée, même sans aller voir les données qui à cette époque n'existaient pas, tout simplement, il n'y avait aucune donnée. Il y avait un communiqué de presse qui avait été partagé par voie de mini-articles dans une revue chinoise qui laissait entendre que ça pourrait marcher, même sans aller aux données. On ne s'imaginait pas un instant, en tant qu'infectiologue, qu'une pneumopathie virale
aigus sévères, dont on a vu les images scannographiques, par exemple, dont on a vu les premières descriptions, pouvaient trouver un traitement radicalement efficace. C'est impossible. On n'a aucune pnéumopathie virale sévère qui a ce type de traitements radicaux. Et d'ailleurs, de façon générale, les infections virales aiguës sévères, on a beaucoup de mal à trouver des thérapeutiques efficaces. Que ce soit les hépatites virales aiguës, on n'a rien qui permet de traiter une hépatite virale aiguë à sa phase vraiment sévère initiale. On n'a rien qui permet de traiter les maladies à virus Ebola et la plupart des arboviroses, que ce soit la dengue, que ce soit chikungunya. Et finalement, on avait même beaucoup de prudence initiale par rapport à cette allégation, dans la mesure où l'hydroxychloroquine avait été essayée in vitro dans de nombreux virus, dans de nombreuses infections virales cellulaires, que ça semblait marcher in vitro, et qu'à chaque fois que ça avait été essayé chez des patients, ça n'avait pas marché. Et notamment, l'exemple là, de chikungunya est particulièrement marquant, parce que ça avait même entraîné des symptômes plus durables chez les patients, et donc ça avait plutôt tendance à les aggraver lorsque ça a été essayé en pratique clinique. Donc, à partir du moment où il y a eu cette affirmation, on a attendu un peu, puisque sans données, certains sont imaginés, et je pense moins auprès des infectiologues, mais dans même d'autres spécialités médicales, et puis largement dans le grand public, certains se sont imaginés qu'il y avait quelque chose. Probablement quelqu'un d'aussi connu, d'aussi réputé, qui affirme quelque chose de cette façon, a peut-être des données à fournir. Ces données, on ne les avait pas, et puis on a attendu la première étude dont on nous promettait les résultats pendant quelques semaines, et cette première étude, elle est impressionnante de malscience, puisqu'on avait 36 patients dans cette étude, dont 26 qui avaient reçu hydroxychloroquine dans une ville, et 6 seulement qui avaient reçu l'azithromycine, que dans ces 26 patients, globalement, tous ceux qui n'allaient pas bien n'ont pas été analysés, parce qu'ils n'avaient pas reçu de l'hydroxychloroquine assez longtemps, selon les personnes de l'étude, ou pour d'autres raisons totalement non valables. Et puis finalement, on analysait 20 patients analysés dans ce groupe, qu'on comparait à 10 patients dans une autre ville. Donc un groupe contrôle qui n'était pas comparable, des patients où tous ceux qui sont graves ne sont pas analysés, notamment on avait quand même un décès sur 26 patients, ce qui est au-delà des taux de mortalité qu'on peut observer, mais de toute façon, vu les faibles chiffres, c'est difficile de conclure à quoi que ce soit. Et puis cette étude a fait vraiment le tour du monde. C'est-à-dire que c'est là, à partir de ces données, que énormément de gens se sont mis à dire que hydroxychloroquine, azithromycine, c'était un traitement radical et que ça allait changer le cours des choses par rapport à cette pathologie de la Covid-19. Les résultats virologiques qu'on a pu voir, donc, qui ont été également beaucoup discutés, avec cette figure que vous avez à gauche, qui est celle de l'article initial, figure qui a été modifiée à chaque version de préprint, puisque finalement les PCR se négativaient chez des patients du groupe contrôle, et se positivaient chez les patients du groupe contrôle et se négativaient chez les autres selon les versions des préprints. Et en fait, quand on réanalysait dans un site que vous connaissez probablement, donc, qui est PubPeer, qui est un site de review post-publication et de discussion autour des articles, on voyait qu'il n'y avait pas de différence significative qui était attribuable à l'hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine. Donc vraiment des résultats sur lesquels on ne pouvait rien fonder comme prise en charge clinique, des résultats extrêmement faibles qui permettaient tout au plus d'espérer, ou en tout cas d'évaluer de façon un peu plus fiable ce traitement, mais rien qui permettait de le recommander en pratique clinique à nos patients. Et je pense que moi j'ai bien aimé le message qui est arrivé, peut-être un peu tard, des 3 académies, mais qui est assez clair. C'est que finalement, en période de pandémie, aussi bien qu'en situation ordinaire, on le verra lors des conséquences, les règles de l'évaluation critique des méthodes et des résultats doivent s'appliquer. Donc ça c'est un message que je pense vraiment important. C'est-à-dire, et je pense que tout le monde en est convaincu ici, c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'on peut faire n'importe quoi, déjà en termes méthodologiques, et bafouer l'intégrité scientifique et clinique. Et au contraire, c'est ça qui nous a posé un gros problème et qui nous a beaucoup retardé sur le plan de la recherche clinique. Donc l'intégrité scientifique et de l'éthique, et notamment la communication des résultats, doit s'appliquer en période de pandémie. Et puis finalement, si on avance beaucoup sur cette problématique de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, dont les conséquences, dont je vais discuter un peu des conséquences. Aujourd'hui, ce qu'on en sait, nous on a fait une méta-analyse sur les résultats de l'association thérapeutique. Ce qu'on sait, c'est que l'hydroxychloroquine ne modifie en rien la mortalité des patients. On a aussi montré que l'hydroxychloroquine avec azithromycine augmentait significativement la mortalité des patients, sur plus de 10
10 000 patients dans une méta-analyse. Et aujourd'hui est sortie une nouvelle méta-analyse. Nous, on a été critiqués, trop jeunes, pas assez infectiologues, pas à même de faire une méta-analyse. Et là, une méta-analyse de groupes qui sont extrêmement reconnus, avec plus de 40 co-auteurs. Vous voyez peut-être John Ioannidis, qui est relativement connu dans le monde des méta-analyses, qui montre une augmentation de la mortalité chez des patients hospitalisés qui ont reçu l'hydroxychloroquine de façon significative, avec un risque relatif de 1,11. Donc, pas une augmentation, heureusement, extrêmement importante, mais une augmentation toutefois, et qui est inacceptable dans ce contexte. Et donc, comme le disent les auteurs, nous avons montré que l'utilisation d'hydroxychloroquine était associée à une mortalité augmentée. Finalement, donc les conséquences de ça, au-delà de ces résultats qui sont maintenant totalement acceptés par l'ensemble de la communauté médicale et scientifique, les conséquences sont désastreuses et sont finalement immenses et probablement à plusieurs niveaux, donc des conséquences médicales, des conséquences scientifiques et des conséquences bien sûr pour la confiance en la science. Je vais juste très rapidement, sans aller au-delà, pour parler plutôt des problèmes de la confiance en la science. Les conséquences sur la recherche clinique, elles ont été beaucoup discutées, elles sont réelles. La première conséquence, c'est que tout le monde s'est mis à tester partout l'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, dans des essais cliniques. Et finalement, on avait très tôt, en avril, fait une première analyse systématique des essais enregistrés sur les plateformes d'enregistrement chinoises et américaines. Et ce qu'on voyait, c'est qu'hydroxychloroquine ou chloroquine était plus testée, plus évaluée que l'ensemble des autres antiviraux combinés. Donc l'ensemble du monde s'est mis à évaluer ces médicaments, ce qui, pour un candidat crédible, pourquoi pas, aurait pu être intéressant, mais même pour un candidat extrêmement crédible, participait probablement à une trop grande concentration des moyens autour d'une molécule dans une maladie où on a plutôt intérêt à pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ces données, elles ont été confirmées. En fait, on s'est intéressé à les avoir en temps réel, autour du nombre de patients qu'il était prévu d'inclure dans ces essais hydroxychloroquine azithromycine. Et notamment, vous pouvez y accéder via un site qu'on a développé, où on a vu, et on peut encore le regarder aujourd'hui, qu'il y a des centaines d'essais cliniques randomisés qui sont prévus pour l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, et des centaines de milliers de patients qu'on espère inclure encore aujourd'hui dans des essais hydroxychloroquine-chloroquine. La plupart des grands essais étant tout de même arrêtés pour absence d'efficacité. Et donc, on n'aura probablement pas les 250 000 patients qui étaient prévus d'inclure dans ces essais cliniques. Et puis, finalement, donc suite à cette réalisation, et ça c'était environ en avril-mai, qu'il y avait un problème dans la communication scientifique, on a coécrit avec de nombreuses sociétés savantes. Et là, vraiment, je tiens à remercier tout le monde parce que beaucoup de gens étaient prêts à se soulever contre ce type de communication et ont été prêts à suivre cette tribune et à co-signer. Et donc il y avait plus de 1800 médecins et on avait une vingtaine de sociétés savantes qui sont associées à une tribune qui s'appelle « La médecine ne relève pas d'un coup de poker », où on disait à la fois que le code de déontologie médicale, c'est de dire que lorsque le médecin informe le grand public, il faut que le médecin fasse preuve de mesure et n'informe pas à propos, par exemple, de traitements qui ne sont pas efficaces, ne dise pas qu'ils sont efficaces. Donc s'appuie sur les données de la science par rapport à l'information du public. Et puis, l'autre chose qu'on a remarqué, qui a été classique dans ce débat autour de la chloroquine, hydroxychloroquine, c'est l'argument d'autorité. Et en fait, probablement hériter, comme le dit le serment d'Hippocrate, hériter le pouvoir des circonstances pour forcer les consciences. Et dire finalement, moi j'ai cette position, moi je suis ça, vous n'êtes rien, et j'ai donc raison pour dire que ce traitement marche. Et donc on écrivait lors de cette tribune que la communication au grand public de résultats non éprouvés, sans données scientifiques solides, était à l'origine de prescriptions inappropriées, donc un impact clinique direct, de beaucoup de confusion auprès des patients. Et ça, on l'a vu, nous, on avait énormément de patients qui ne savaient plus ce qui était vrai, qui disaient mais moi j'ai envie d'avoir de l'hydroxychloroquine, regardez, tout le monde dit que ça marche. Donc des patients qu'on ne pouvait pas inclure dans les essais cliniques, chez qui on n'a pas pu évaluer de façon fiable un traitement antiviral ou un autre. Et puis des patients qui parfois ont perdu des chances, maintenant on le sait, notamment quand ils venaient avec l'association hydroxychloroquine-azithromycine, qui est une association à risque cardiotoxique, puisque les deux médicaments entraînant un allongement du QT, et ça a été montré dans de nombreuses études d'extrêmement bonne qualité. Alors, ce qu'il y a eu également, et j'ai essayé de les montrer, c'est le ralentissement global de la recherche clinique et une crise de confiance en la médecine et en la science. Et c'est là-dessus que je vais essayer un peu plus de discuter. Je reprends également, puisque dans les sources qui sont d'extrêmement bonne qualité, comme vous l'avez signalé lors de cette pandémie, c'est les communiqués des trois académies, de médecine, de pharmacie et des sciences,
qui nous disent que la vitesse et la précipitation de la communication de résultats partiels, non évalués par les pairs, et j'en parlerai un peu dans comment lutter et discuter des préprints, qui sont à mon avis à la fois quelque chose d'extrêmement positif dans le domaine de la science, mais quelque chose d'extrêmement dangereux dans le domaine de la communication grand public. Donc ces résultats partiels nuisent à la crédibilité, bien sûr, des essais concernés, de la confiance du public dans les essais thérapeutiques en général. Ils alimentent la critique des médias, et j'aime bien cette formulation, portent un mauvais coup à la science. Et effectivement, ils portent un très mauvais coup à la science, et la justification de communiquer un résultat préliminaire avec comme argument de ne pas faire perdre une chance à des patients ultérieurs n'est pas recevable. Et ça, si vous vous intéressez, il y a un texte qui est formidable, qui a été écrit par une philosophe qui s'appelle Juliette Ferry-Danini, un texte qui est publié sur Medium, autour de l'équipoise clinique, et qui dit, finalement, cet argument qu'on nous a beaucoup sorti, qui était l'argument de dire, moi, si je crois en traitement, il faut que je le donne à tous les patients que je prends en charge. Moi, j'y crois. Je pense que ce patient va les aider, donc je dois le donner à tous ces patients. Et en fait, cet argument, il est complètement faux, puisque si on est médecin et qu'on croit en un traitement, le premier objectif, c'est de faire en sorte de convaincre ses pairs pour que non pas 10 ou 100 patients en profitent, mais des milliers, voire des centaines de milliers de patients en profitent. Et donc, finalement, si on veut convaincre d'autres médecins, il faut jouer avec la méthodologie, il faut travailler selon les règles, qui sont les règles de l'intégrité scientifique aussi, et faire en sorte qu'on puisse se fier à ces résultats, et que nous aussi, on puisse être convaincus par ce traitement, on puisse le prescrire aux patients. Donc, même dans l'hypothèse où ce traitement avait été efficace, c'était vraiment le mauvais chemin à suivre, d'essayer de forcer la main des autres médecins qui n'allaient pas y croire et finalement de ne pas leur faire profiter de ces connaissances de façon fiable et de ne pas les faire prescrire ce traitement. Donc là, à mon avis, c'est extrêmement clair, c'est vraiment le mauvais chemin de la communication scientifique thérapeutique. Les autorisations laxistes ne viennent pas en supplément des autorisations conformes aux impératifs scientifiques. Et elles compromettent ces dernières en réduisant le recrutement. Donc ça a été bien vu dans l'essai européen Discovery, qui a eu du mal à inclure aussi en partie lié à cette promotion de l'hydroxychloroquine. C'est un constat qui a été constaté par beaucoup de personnes et dans beaucoup de pays. On en reparlera, on a un peu parlé de problèmes de ce qu'on a appelé l'infodémie. C'est que cette confiance en la science, bien sûr, elle ne tient pas qu'à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine. Elle tient aussi beaucoup à la gestion de l'épidémie. Et là, je pense que dans aussi l'avènement de cette deuxième vague qu'on voit partout en France et avec des hôpitaux qui commencent à être submergés, ça va être à nouveau une période de crise pour la confiance de la science et de la médecine, puisqu'on considère que c'est aussi une faillite de la science et de la médecine. Et je dirais que le politique, en créant un conseil scientifique, ce qui était probablement une bonne idée, on pourra en discuter, entraîner la science dans le désaveu que les gens ont des politiques aussi. Et pourtant, sans avoir non plus totalement suivi les avis du conseil scientifique, autour de beaucoup de domaines importants. Et donc là, notamment cette riposte graduée, qui est la riposte française par rapport à la pandémie, donc de faire des petites mesures en essayant d'adapter au plus près de l'épidémie, c'est une riposte qui ne marche pas, de nombreux pays l'ont constaté. Ce qui semble marcher dans cette pandémie, et je reste très mesuré, puisqu'on a justement du mal à exactement savoir ce qu'il faut faire, ce qui semble marcher, c'est des mesures peut-être plus radicales tôt dans la transmission virale pour essayer d'interrompre ce circuit de transmission virale. Et là, je parle vraiment de façon extrêmement prudente, mais en tout cas, le fait qu'on soit face à un nouvel échec actuel de la politique de contrôle de l'épidémie en France et en Europe va à nouveau grignoter un peu cette confiance en la science et en la médecine, qui est malheureusement parfois mise dans le même sac. On a l'impression, quand les gens parlent des scientifiques, je pense il y a quelques dizaines d'années. Donc il y a eu d'énormes progrès scientifiques extrêmement rapidement, et on va probablement, mais il y a une part de colère, et je pense qu'il est normal, reprocher deux grandes choses. C'est l'absence de traitement efficace, et ça, c'est malheureusement l'état de fait des maladies virales actuellement, et puis l'absence de mesures, en tout cas en Europe et aux États-Unis, qui a permis de contrôler efficacement l'épidémie. Donc, pour essayer de fournir un message peut-être qui va au-delà de la constatation des problèmes, j'ai essayé pour cette partie de la présentation de dire, à mon avis, qu'est-ce qui va permettre à la confiance en la science de résister et de ne pas sombrer finalement avec ce Covid-19. Et le premier point, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, en sachant que j'ai position peut-être un peu radicale par rapport à ça, mais je pense qu'il faut vraiment une stratégie de lutte contre la désinformation. La désinformation, pour lutter contre et la pratiquer depuis le premier jour de cette maladie à coronavirus, en tout cas les premiers cas, dès février, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas lutter de façon amatrice contre la désinformation. La désinformation, c'est quelque chose qui, comme vous le disiez, plus les news sont fake, plus c'est difficile de lutter contre. Donc défendre, notamment dans un contexte global
globale d'anxiété, défendre de l'information médicale ou scientifique factuelle, ou en tout cas mesurée, même quand on ne sait pas, mesurer, défendre le doute, eh bien, ça demande vraiment une certaine compétence et ça demande une stratégie. Donc, pour donner quelques exemples de fake news, parce qu'il n'y a pas eu que l'hydroxychloroquine, on a entendu pendant tout l'été, moi j'étais à chaque fois épouvanté, une épidémie, il n'y a pas de deuxième vague. Je ne sais pas quel épidémiologiste ou quelle personne qui travaille sur les maladies émergentes aurait pu valider ce discours. Et globalement, ce n'est pas des gens qui connaissent ça qui le disent. Mais une épidémie, il n'y a pas de deuxième vague, c'est faux. On est clairement face à une deuxième vague avec 60% des lits de réa qui sont occupés en Île-de-France par la même maladie. Et on a par exemple entendu le virus disparaît avec l'été. Autre fake news. Donc le virus était censé ne pas être là et on a vu que l'été était finalement une période de circulation virale extrêmement intense sur notre territoire et en Europe qui a permis finalement d'avoir cet état de fait aujourd'hui. Le virus a muté, la présentation clinique est différente. Donc ça, à nouveau, une déconnexion totale de certaines personnes qui diffusaient ces informations avec la réalité clinique, qui était aussi une réalité diffusée via la science et via l'analyse de cohortes de patients qui ont montré de façon systématique à peu près les mêmes formes cliniques de la maladie et la même gravité, avec quelques modifications qui sont liées par exemple à la corticothérapie, qui est un traitement anti-inflammatoire qui a été prouvé efficace, notamment dans l'essai clinique anglais. La Covid-19 ne nécessite plus de réanimation. On a entendu, c'est fini les formes graves. La transmission de SARS-CoV-2, nouvelle fake news récente, se fait principalement par les mains. Donc là, il y a un consensus, mais qui est énorme, de l'ensemble de la médecine et de la science. C'est rare que tout le monde se mette autant d'accord pour dire que c'est une transmission aéroportée. Et pourtant, elle est extrêmement forte, cette fake news du manuportage. Il y a un manuportage, certes, mais par rapport à l'importance de la transmission par voie de gouttelettes et par voie aérienne aéroportée, donc de micro-gouttelettes qui volaient dans l'environnement, elle est dérisoire. Et bien sûr, associé à ça, on a l'argument qui est caché derrière, c'est que finalement, comme c'est que du manuportage, les masques ne servent à rien, et donc porter des masques est inutile, de même que les mesures qui visent à réduire les contacts sociaux. Alors, le confinement, on peut en discuter longtemps. Selon les stades de l'épidémie, ce n'est pas une mesure ni radicale, ni qui soit tout le temps nécessaire. Mais en tout cas, le confinement a prouvé dans toutes les situations où cette mesure a été mise en place une diminution de la circulation virale qui est presque mathématique. Et finalement, on a été amené à parler, lors de cette crise de Covid-19, donc évidemment de la lutte contre la pandémie et de la lutte contre ce qui est associé, c'est-à-dire une infodémie. Et ça a été mis en avant également par le directeur général de l'OMS, c'est que nous combattons également une infodémie et que les fausses nouvelles, la désinformation et les théories du complot sont devenues courantes à l'ère des médias sociaux et ont monté en flèche depuis le début de la pandémie. Cette situation est extrêmement préoccupante car, à nouveau, elle sape la confiance dans les institutions et dans les programmes de santé. Et elle sape notamment la confiance, par exemple, en l'OMS, qui a été quand même, qui, bien sûr, a ses failles. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'ensemble du financement de l'OMS est inférieur à celui du financement d'un État fédéral américain. Donc, l'OMS fait ce qu'elle peut avec un budget qui est relativement limité et qui ont perdu notamment du budget lors de cette pandémie via la sortie des États-Unis et de Trump de l'OMS. Et puis, ils sont à l'origine, et ça vous l'avez peut-être vu, je le signale, de l'essai Solidarity, dont les résultats ont été publiés récemment. 400 hôpitaux dans plus de 30 pays qui ont ensemble inclus des patients avec le même protocole, les mêmes alternatives thérapeutiques pour la même maladie. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve, pour quelqu'un qui veut faire de la recherche clinique et qui est amené à en faire, un exemple vraiment magnifique de collaboration et de solidarité dans un contexte de lutte contre la pandémie. Alors, une autre potentielle voie éventuellement pour essayer de garantir l'honnêteté et la rigueur scientifique, je l'ai mis parce que de nombreuses sociétés l'ont signé, c'est demander d'inscrire dans la loi des règles notamment la promotion de l'intégrité scientifique et de donner plus de pouvoir à l'Office français de l'intégrité scientifique, notamment un pouvoir de saisine et de saisir la justice en demandant des sanctions universitaires et professionnelles. Alors, le reproche, bien sûr, de ça, c'est qu'on arrive je ne pense pas qu'il faille imaginer qu'un processus de répression des chercheurs soit ce qui va être efficace. Et je pense que vous en avez parlé et que vous connaissez tous ce sujet mieux que moi, mais on a une pression à la publication qui est une pression
d'information, et je suis tout à fait d'accord qu'on sent à l'hôpital de la T2A et des points SIGAPS, et si on n'agit pas sur les leviers finalement de ces mauvaises pratiques de publication, on peut se saisir contre tous les mauvais chercheurs, on ne s'attaque pas au problème à la racine. Ce que je trouve intéressant peut-être dans des exemples de lutte contre la désinformation, et moi je pense que ça c'est important et on en reparlera, il y a une responsabilité des médias, et ça j'ai vu cette vidéo parce qu'elle a beaucoup circulé, hein, elle a été partagée notamment par le Guardian. C'est une journaliste qui a décidé de couper la parole à un des informateurs qui était en face d'elle, et je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est bien fait. You know exactly what you were doing. You were whipping up fear and hysteria among vulnerable communities. Not at all. If you go and look at the mortality rate of COVID-19 compared to other flu epidemics, I'm going to stop. No, I'm not. I don't want to hear. I don't want to hear any of. I don't want to hear any of that rubbish. What do you give me that and not allow me to answer? Well, if you're going to come on the show and say things which are just factually incorrect, I can do that actually. You know. Pardon. Donc, juste pour traduire très rapidement, hein, elle était en train de lui dire qu'il avait semé des informations, de la désinformation auprès des communautés notamment vulnérables. Et c'était quelqu'un proche de partis extrêmement proche des mouvances complotistes. Elle lui reprochait et il a essayé de répondre en disant non, finalement, c'est un virus qui tue autant que la grippe, c'est une grippette. Elle l'a interrompu, elle a dit non, je ne suis pas là pour vous écouter propager des fausses informations. Il a dit si vous me posez une question, laissez-moi répondre. Elle a dit si vous répondez avec des fake news, non. Et ce débat s'est arrêté là. Et je pense que vraiment, ça ne me choque pas qu'il y ait une limite à certaines formes de désinformation via les médias qui disent non, vous n'êtes pas là pour disséminer des fake news. Non, vous n'êtes pas là pour mentir aux gens. Donc, un autre point qui, à mon avis, est très important, hein, et je pense que la confiance en la science et en la médecine, elle résistera sur le long terme via aussi l'éducation nationale et notamment l'éducation des jeunes à la science, au processus de science, au doute, pourquoi douter et comment essayer de repérer des fausses informations. Et je trouve ce point de vue, si vous avez l'occasion, qui est intéressant, c'est le point de vue de quelqu'un qui s'appelle Rachid Zerouki, qui est enseignant et journaliste, et qui dit ce qui est important, c'est bien de faire de plus en plus de sites de fact-checking, c'est-à-dire de vérifier la véracité des faits a posteriori et de discuter avec bien sûr les limites de ces outils de fact-checking. Mais ce qui est important, c'est de faire des jeunes citoyens, des fact-checkers et des gens qui soient à même de détecter la désinformation lorsqu'ils y sont confrontés et qui puissent lutter efficacement. Il y a un site, par exemple, qu'on m'avait partagé, que je trouvais très intéressant, qui s'appelle Spot the Troll, et qui essayait de former les gens à reconnaître ce qu'on appelle les trolls sur les réseaux, qui sont des faux comptes. Et donc, il montre que finalement, les faux comptes, et notamment, là, le contexte, c'était celui de l'élection américaine de Trump, que les faux comptes alimentés, par exemple, par la Russie, étaient nombreux et parfois extrêmement difficiles à reconnaître. Et donc, je trouve que c'est un outil pédagogique relativement intéressant. Et j'avais abordé un peu ce point, mais derrière la désinformation, on sent quand même qu'il y a un objectif de rendre la parole scientifique et médicale confuse, de façon générale. Et cet objectif, ce n'est pas toujours de montrer des fausses vérités. Parfois, c'est aussi de donner certaines informations et puis d'introduire un élément de confusion. Et c'est des discours confusionnistes. Et on est amené à observer parfois, et ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement caché, parce que ça a été repris dans les grands médias et ça a été repris notamment par l'Union européenne, qu'il y a des éléments qui laissent penser qu'il y a une action coordonnée des informations. Et donc, ces actions coordonnées des informations, ça va être difficile de façon totalement amatrice, comme je le fais, de lutter efficacement, puisque souvent, c'est des organisations relativement professionnelles. Et là, en l'occurrence, dans ce rapport de la Commission européenne, c'était des actions de désinformation autour de la vaccination Covid par des puissances russes et chinoises. Et donc ça va demander une stratégie, effectivement, de lutte contre la désinformation. Alors, former les médias et se former aux médias, j'ai presque fini, mais c'est quelque chose qu'on va bien pouvoir discuter pendant la table ronde. L'exemple des préprints, il est caricatural, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est utilisé par la communauté scientifique, notamment de sciences fondamentales, depuis longtemps, qu'on peut partager au sein de communautés de chercheurs et discuter. Et puis là, pendant Covid, au début, ça a été la catastrophe. Parce que ce qui visait à communiquer entre médecins de façon, on va dire, professionnelle, s'est mis à arriver dans les médias grand public sans aucune alerte par rapport à finalement le manque de fiabilité parfois de ces informations. Et puis après, la deuxième vague, ça a été quand les gens se sont rendus compte qu'on pouvait utiliser ça pour diffuser massivement et ont mis des préprints sur Dropbox ou sur Google Drive et ont profité de comptes parfois avec des centaines de milliers de followers pour les disséminer. Donc les préprints, oui, mais peut-être aussi une formation des médias par rapport aux préprints et sur des plateformes qui sont les plateformes validées qu'on connaît, je ne connais pas tous.
Et on va pouvoir discuter, mais je pense que ce qu'il faut, c'est que nous, médecins et scientifiques, on soit formés à la parole dans les médias, et puis que les médias soient formés aux particularités de la parole scientifique. Et pardon, ce que je voulais dire, c'est que nous, qu'on ait une idée de comment fonctionnent les médias, et personnellement, j'ai beaucoup appris sur aussi bien la presse écrite que la presse télévisuelle lors de cette pandémie. Ça passe aussi lutter contre la désinformation. Et finalement, on remarque assez vite que c'est lutter contre les populismes. Au Congrès européen de maladies infectieuses sur le coronavirus, j'avais présenté ces diapos. Et finalement, ceux qui ont fait enfler la controverse qui n'existait pas dans le monde scientifique autour de l'hydroxychloroquine, ça a été Trump et Bolsonaro. Trump, vous avez vu, qui a tweeté très tôt, finalement, c'est un traitement qu'il faut qu'on donne massivement parce que ça a sauvé les gens. Et Bolsonaro qui a dit, c'est ça qui a sauvé ma vie. Et on a des images surréel, Bolsonaro avec une boîte d'hydroxychloroquine qui montre à la foule et qui dit « voilà ce qui m'a sauvé ». J'imaginais pas voir ce genre de choses pour une prescription ou un médicament dans ma vie. Donc voilà ce genre d'image incroyable que vous pouvez voir. Et puis ce qui me semble important, c'est que l'info comme la nature, je pense, a peur du vide. Et finalement, si on laisse le vide, eh bien, ils invitent n'importe qui, et en tout cas, certaines chaînes d'information. Et donc, il faut monter en puissance concernant la communication médicale de qualité. Ça, c'est une photo du scientifique allemand qui s'appelle Drosten, qui fait un podcast régulier sur l'épidémie et les données scientifiques d'extrêmement bonne qualité. Et c'est vrai qu'on a peut-être un peu manqué en France de ce type d'informations répétées de qualité. Donc, on se demande, finalement, moi, ce que je me suis demandé, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'une nouvelle fonction médicale, on sait qu'on en a déjà beaucoup, il faudrait trouver des nouvelles manières d'articuler ça, parce qu'il y a une fonction de soins, il y a une fonction de recherche, et une fonction d'enseignement aux élèves, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une fonction d'information du grand public qui devrait faire partie de notre mission médicale? Alors c'est vrai qu'on en fait déjà beaucoup, donc je ne sais pas si c'est vraiment viable. Je reprends cette phrase du Comité consultatif national d'éthique qui, à mon avis, est excellente. Et moi, je l'utilise pour montrer que c'est important de former à la communication médicale et de considérer que c'est un vrai travail. C'est être précis et compréhensible par le plus grand nombre sans simplifier à l'extrême un message qui pourrait devenir mensonger nécessite un effort et des compétences dont l'importance est souvent sous-estimée. Et ça, on est vrai qu'on a l'impression que c'est la dernière de nos préoccupations, c'est de parler aux gens de façon large sur les informations médicales, mais c'est extrêmement important. Et donc, c'est vrai qu'on parle aux patients régulièrement, et dans ce colloque singulier de la consultation, je pense qu'on arrive à passer des informations, mais quand on essaye de passer à l'échelle supérieure, eh bien, ça demande vraiment un grand effort. Juste vous présenter un projet là, des Nations Unies qui me semble intéressant, que j'ai rejoint récemment, qui est un projet d'information autour de la vaccination coronavirus, qui s'appelle Projet Halo, qui a des différentes personnes dans quasiment tous les pays du monde pour essayer de renforcer la confiance en la vaccination, et qui veut travailler notamment sur TikTok, qui est un outil de partage de vidéos assez utilisé. Bon, parfois décrié, parce que c'est notamment une entreprise chinoise, et donc aux États-Unis et TikTok, ça ne se passe pas très bien ces temps-ci. Autour de la vaccination, donc c'est vrai que la confiance en la vaccination va nécessiter une transparence, et ça vous l'abordiez, la transparence autour des résultats de la recherche, et notamment des résultats de la recherche industrielle, est essentielle. Il y a beaucoup trop d'essais dont on n'a jamais les résultats, et je pense que si on veut améliorer les choses, il faut vraiment qu'on pousse aussi pour ça. Et je pense que, pour finir, c'est une histoire, bien sûr, cette confiance en la médecine, ça va être la responsabilité de tous. Ça va être les médecins, les chercheurs, les scientifiques, mais aussi les enseignants, et peut-être, peut-être renforcer l'éducation autour de ça, autour de la désinformation. Ça va être bien sûr la responsabilité des médias, et je vais être intéressé d'en parler avec mes collègues, des politiques, et puis finalement de tous les citoyens. Voilà, merci de votre attention.